Bonjour, c'est Éric Prévost. Vous êtes sur Math+1, une chaîne de cours de mathématiques et de vulgarisation scientifique. Vous regardez la série Cours de maths. Nous en sommes à la saison 4, épisode 20, et nous allons parler des fonctions. Un épisode entier sur la notion de fonction? Y égale f de x, c'est pourtant simple, une fonction, non? Ben, c'est pas si simple. Il a fallu plusieurs siècles pour aboutir à la définition moderne de la notion de fonction. Avant de donner cette définition, nous allons retracer l'histoire du concept de fonction. Première partie, les origines. Le concept de table de correspondance est connu depuis l'Antiquité. Des tablettes sumériennes datant de plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ comportent déjà des tables de carrés, de cubes, de racines carrées, de racines cubiques. Voici une table de carrés. Le carré de 1 c'est 1, le carré de 2 c'est 4, etc. La deuxième ligne dépend de la première ligne. Les Grecs dressent également des tables de correspondance. Les pythagoriciens, environ 500 ans avant Jésus-Christ, s'en servent pour étudier les sons émis par des cordes de longueur variable. Au début de notre ère, Ptolémée dresse des tables trigonométriques. Et quelle est la différence avec une fonction? Revenons à notre tableau de carrés. Il y a ici un nombre fini de valeurs, ça va de 1 à 5, et on ne parle pas de grandeur variable. Par ailleurs, entre 1 et 2, ou entre 2 et 3, ou entre 3 et 4, il n'y a pas d'autres valeurs. Alors, ça commence quand vraiment les fonctions? Deuxième partie, le XIIIe siècle. Un véritable précurseur de l'analyse et de la notion de fonction semble être le mathématicien Al-Tousi. Ce mathématicien perse est sans doute l'un des précurseurs de l'analyse qui ne démarra véritablement qu'au XVIIe siècle en Europe. Il parle de quantités variables dépendant d'une autre quantité variable. Ce sera l'une des premières définitions de la notion de fonction par la suite. C'est en étudiant les équations du troisième degré qu'Al-Tousi esquisse des notions qui seront par la suite développées en analyse comme la dérivée d'une fonction du troisième degré. En particulier, Al-Tousi s'intéresse à ce qui se passe au voisinage d'un point, ce qui est une démarche typique de l'analyse moderne. On peut donc le considérer comme le véritable précurseur de l'analyse. Toutefois, on ne sait pas si les travaux de ce visionnaire seront lus ou auront une influence sur les mathématiciens européens par la suite au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et ensuite, troisième partie, le XIVe siècle. Nous retrouvons maintenant Nicolas Oresme, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, consacré à l'analyse. Oresme élabore un système de représentation graphique, et il semble prendre en compte les variations de température en fonction du temps, la prémisse de la notion de fonction. Il écrit vers 1350 dans son ouvrage sur la configuration des qualités, à l'exception des nombres, toute chose mesurable doit être imaginée à la manière d'une quantité continue. La continuité, c'est l'une des notions fondamentales, centrales de l'analyse des fonctions. Enfin, Oresme élabore un premier système de classification des fonctions selon la forme que possède leur représentation graphique. Est-ce qu'on dispose déjà alors du formalisme avec des lettres comme X, Y par exemple? Non. Et cela va être l'apport considérable du français François Viète. Quatrième partie, le XVIe siècle. En 1591, François Viète invente le calcul littéral, c'est-à-dire le calcul avec des lettres. Si Steve Jobs avait été présent à l'époque, il aurait pu dire « c'est une révolution ». Et c'est bien là une révolution, car auparavant, les traités de mathématiques étaient basés sur des exemples numériques. En cette fin du XVIe siècle, le calcul littéral va apporter des outils qui vont faire progresser les mathématiques de manière exponentielle. L'utilisation des lettres va marquer une étape décisive et fondamentale dans l'histoire des mathématiques. Reconnu pour ses qualités, Viète fut conseiller d'Henri III et d'Henri IV. Viète utilise des lettres majuscules, des voyelles, A, E, I, O, etc. pour les inconnus, et des consonnes pour les quantités connues, B, D, F, etc. Par la suite, les lettres minuscules seront préférées aux lettres majuscules, jugées moins lisibles. X, Y, Z seront utilisées pour les inconnus, A, B, C, D, etc. pour les quantités connues. Mais les aptitudes extraordinaires de François Viète faillirent bien lui coûter la vie et l'envoyer au bûcher. En effet, vers 1580, il décrypte systématiquement les messages secrets envoyés par les Espagnols. Il est alors dénoncé au pape et accusé de sorcellerie. Ceci explique peut-être pourquoi il publiera en 1591 son traité sur sa méthode. À l'époque, les notations actuelles ne sont pas encore stabilisées. Par exemple, Viète n'utilise pas le signe égal, mais le mot latin aequatur. Plus et moins sont officialisés dans son traité, mais la multiplication s'écrit encore in. Ainsi l'équation 4x plus 5 égale 2 s'écrivait à l'époque 4 in a plus 5 aequatur 2. Et que se passe-t-il par la suite? Nous arrivons au XVIIe siècle, le siècle de la naissance officielle de l'analyse. Cinquième partie, le XVIIe siècle.
Les mathématiques vont alors gagner en popularité, en particulier avec Galilée qui dira que les mathématiques sont le langage pour comprendre le monde. La chute des corps de Galilée, les lois relatives au mouvement des planètes de Kepler, la physique pousse les mathématiques à clarifier la notion de fonction. C'est Leibniz qui emploie dans sa correspondance avec Jean Bernoulli le terme de fonction, du latin functio, accomplissement, exécution. La géométrie analytique émerge suite aux travaux d'Oresme et de Descartes. Couplée au calcul littéral, on dispose alors à la fois de représentations algébriques des droites, des paraboles, des hyperboles, et de leur représentation graphique. Toute droite peut alors s'exprimer sous la forme ax plus by plus c égale 0. X et y sont des quantités variables, a, b et c sont des quantités fixées. Voici un exemple. Nous avons représenté sur ce graphique la droite d'équation 2x moins 4y plus 5 égale 0. Alors c'est ça une fonction, par exemple 2x moins 4y plus 5 égale 0? Non, mais on y est presque. La notion de fonction va véritablement apparaître au XVIIIe siècle. Sixième partie, le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle est dominé par l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, Léonard de L'Hère. La géométrie analytique, le calcul littéral, le calcul infinitésimal dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, vont se combiner pour donner naissance à l'étude effective des fonctions. Reprenons la forme ax plus by plus c égale 0. Si nous la remplaçons par y égale ax plus b, nous avons écrit la même chose en remplaçant petit a et petit b par leurs valeurs adéquates partant de grand A, grand B et grand C. Ça paraît la même chose, et pourtant, ce n'est pas du tout la même chose. Il en émerge un sens nouveau. X étant choisi, Y est automatiquement déterminé. La quantité variable Y est fonction de la quantité variable petit x, Y dépend de X. Nous avons tracé ici la courbe d'équation Y égale x moins 1. Ici, nous avons tracé une parabole, Y égale 2x carré plus 3x plus 1. Bernoulli ne voit plus des courbes comme Descartes, il voit des fonctions, un nouveau type d'objet mathématique à côté des figures et des nombres. On appelle fonction d'une grandeur variable une quantité composée de quelque manière que ce soit de cette grandeur variable et de constantes. Le terme grandeur variable deviendra par la suite tout simplement variable. En 1748, dans un monumental traité de mathématiques, Euler expose la notion de fonction. Pour désigner de manière générale le procédé y égale x moins 1, y égale 2x carré plus 3x plus 1, etc., Euler et Clairaut vont écrire y égale f de x, la variable, la quantité variable y est fonction de la quantité variable de la variable petit i. Le XVIIIe siècle voit donc l'avènement de la notion de fonction. Il faudra cependant du temps aux mathématiciens pour digérer ce nouveau concept et ses conséquences. La définition de la notion de fonction date donc du XVIIIe siècle. Oui et non. Il existe bien à l'époque une définition de la notion de fonction, mais la définition que nous utilisons à l'heure actuelle date du XXe siècle, car elle utilise la notion d'ensemble. La théorie des ensembles a été initialisée par le mathématicien allemand Cantor au XIXe siècle. Alors cette définition de la notion de fonction, c'est quoi finalement? Patience, patience, nous y voilà enfin. Septième partie, définition de la notion de fonction. Commençons par quelques rappels sur la théorie des ensembles. Un ensemble E est un objet mathématique susceptible de contenir ou non d'autres objets mathématiques. Un objet petit x appartient ou n'appartient pas à l'ensemble grand E. On écrit x appartient à E ou x n'appartient pas à E. Il n'y a que deux possibilités, c'est l'une ou c'est l'autre. Soit E et F, deux ensembles identiques ou non. On appelle produit cartésien l'ensemble E croix F qui est égal à tous les couples xy pour lesquels x appartient à E et y appartient à F. Et on vous rappelle que AB est différent de BA. L'ordre dans lequel on écrit les éléments du couple a une importance. Nous allons maintenant donner la définition d'une fonction. Définition, soit grand E et grand F, deux ensembles. On appelle fonction de E dans F, toute partie gamma de E croix F, telle que pour tout x de E, il existe un unique y de grand F vérifiant xy appartient à gamma. Y est appelé l'image de x et x est appelé un antécédent de y. Définition, l'ensemble grand E est appelé ensemble de départ et l'ensemble grand F est appelé ensemble d'arrivée. Gamma est appelé graphe de la fonction. L'analyse réelle a pour objet les fonctions de R dans R. Finalement, cette définition moderne est assez longue, assez compliquée, mais qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, la variable petit x prend ses valeurs de manière continue, contrairement aux suites dont nous parlerons dans un autre épisode. L'analyse réelle a pour objet le continu. Deuxièmement,
à une valeur x donnée est associée une unique valeur f de x, sinon ce n'est pas une fonction. Par contre, la notion d'antécédent n'est pas synonyme d'unicité, on dit un antécédent. Et l'ensemble de définitions, qu'est-ce que c'est au juste? Quel est son rôle? Lorsque l'on parle d'une fonction de R dans R, certaines valeurs de la fonction peuvent ne pas être possibles. Par exemple, la fonction qui à x fait correspondre 1 sur x n'est pas définie en 0. On parle alors d'ensemble de définitions. C'est l'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre x pour lesquelles la fonction est définie. Voici un exemple. La fonction f est définie de la manière suivante. F de x égale 1 sur x moins 1. On ne peut pas diviser par 0. Par conséquent, x égale 1 est une valeur interdite. Le domaine de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des réels privés de 1. Voici maintenant quelques pièges à éviter. Soit f une fonction, il ne faut pas confondre f, qui est une fonction, et f de x, qui est un élément de l'ensemble d'arrivée, réel pour les fonctions réelles. Donc attention, f de x, ça n'a rien à voir avec f. On n'écrira donc pas des phrases du type soit la fonction f de x, soit la fonction cosinus x. C'est totalement faux, ça n'a aucun sens. Mais on écrira soit la fonction petit f, ou encore soit la fonction qui à x fait correspondre cosinus x. Voici des expressions correctes. Autre piège, pour parler de représentation graphique, notée c de f d'une fonction f, il faut se donner un repère du plan. La représentation graphique dépend du repère choisi. Cette représentation graphique, c'est l'ensemble des points x, f de x, avec x appartenant au domaine de définition de f. Cette représentation graphique dépend donc du repère choisi. Donc attention, c de f, la représentation graphique, ce sont des points dans le plan, c'est différent de gamma de f, qui sont des couples de réels et qui forment le graphe de la fonction. Sur cette figure, nous observons une courbe qui n'est pas la représentation graphique d'une fonction. En effet, par exemple, moins 0,6 a deux images. Huitième partie, transformation d'une fonction. Proposition. Soit petit f une fonction réelle définie sur D, une partie de R, et soit petit a un réel, alors la fonction qui à x fait correspondre f de x plus petit a est définie sur D, elle a le même domaine de définition que f, et sa représentation graphique dans un repère OIJ est la translatée de celle de petit f par le vecteur AJ, c'est-à-dire sur l'axe des y. Nous avons ici représenté une fonction et nous lui avons ajouté 3. Nous avons donc obtenu une nouvelle fonction f de x plus 3. La fonction est translatée vers le haut puisque nous avons ajouté une quantité positive. Proposition. Soit petit f une fonction réelle définie sur D, une partie de R, et soit petit a un réel. Alors la fonction qui à x fait correspondre cette fois-ci f de x plus a est définie sur moins a plus d et sa représentation graphique dans un repère OIJ est la translatée de celle de petit f par le vecteur moins ai. Nous avons représenté ici une fonction f et nous avons également représenté f de x plus 2. Nous obtenons une translation de notre fonction sur l'axe des x. Proposition, soit petit f une fonction réelle définie sur D une partie de R et soit A un réel non nul. Alors la fonction qui à x fait correspondre à f de x est définie sur D et sa représentation graphique est l'image de celle de f par l'affinité de centre O et de direction OY de rapport petit a. Nous observons ici en gris la représentation graphique d'une certaine fonction f et nous avons représenté en orange 2 fois f de x. Même chose ici, mais nous avons représenté moins f de x. Proposition. Soit f une fonction réelle définie sur D, et soit petit a un réel non nul. Alors la fonction qui à x fait correspondre f de ax est définie sur 1 sur a de D, et sa représentation graphique est l'image de celle de f par l'affinité de centre O et de direction OX de rapport 1 sur a. Voici un exemple. En gris, la représentation graphique d'une certaine fonction f. En orange, nous avons représenté f de moins x. Autre exemple, toujours en gris, la représentation graphique d'une certaine fonction f, et en orange, f de 2x. Neuvième partie, image réciproque, etc. Définition. Soit grand E et grand F deux ensembles, soit grand A une partie de grand E, soit petit f une fonction de grand E dans grand F. On appelle restriction de petit f à grand A la fonction, notée f indice pipe A, barre verticale, qui va de A vers F et qui à x fait correspondre f de x. Définition, soit grand E et grand F deux ensembles et soit grand A une partie de grand E, soit petit f une fonction de grand A dans grand F. On appelle prolongement de petit f à grand E toute fonction g qui va de E vers F et dont la restriction g indice barre verticale A
est égal à f. Définition, soit grand E et grand F deux ensembles et soit grand A une partie de E. Soit petit f une fonction de grand E dans grand F. On appelle image directe de grand A par f le sous-ensemble noté f de A qui est égal aux f de x tel que x appartient à A. Observons cette définition sur la figure suivante. A est une partie de E. F de A, ce sont toutes les images des éléments x qui appartiennent à A. Définition. Soit grand E et grand F deux ensembles, soit grand B une partie de grand F, soit petit f une fonction de grand E dans grand F. On appelle image réciproque de grand B par f le sous-ensemble noté f puissance moins 1 de B. Ce sont les éléments x de E tels que f de x appartient à B. Nous illustrons cette définition sur la figure suivante. À droite se trouve B, une partie de f, et l'image réciproque, notée f-1, ce sont donc tous les x de E qui ont une image dans B. Définition, soit grand E et grand F deux ensembles, soit grand B une partie de grand F, soit f une fonction de grand E dans grand F. L'image réciproque d'un singleton y est appelée la fibre au-dessus du point y. C'est l'ensemble de tous les antécédents de y. La définition est illustrée sur cette figure. À droite, nous avons le singleton y, et à gauche, l'ensemble noté f-1 du singleton y, qui contient tous les antécédents de y. Alors attention, l'image réciproque est notée f puissance moins 1. Ça ressemble à la notation dont nous allons parler plus tard sur la bijection réciproque. Toutefois, l'image réciproque ne nécessite pas que f soit une bijection. Par contre, ce n'est que si f est bijective que l'on a f-1 du singleton y qui est égal à f-1 de y. Dixième partie, opérations et propriétés des fonctions. Les fonctions sont des objets mathématiques. L'ensemble de toutes les fonctions de R dans R est noté f de R dans R ou encore R à la puissance R. À l'instar des nombres, on peut effectuer des opérations sur les fonctions addition, multiplication. Une autre opération non disponible pour les nombres est la composition. Définition, soit petit f et petit g deux fonctions réelles définies sur D une partie de R. On appelle somme de f et de g la fonction notée f plus g qui à x fait correspondre f de x plus g de x. Elle est également définie sur D. L'élément neutre de cette opération, l'addition dans l'ensemble des fonctions, et la fonction nulle, c'est la fonction qui à x fait correspondre 0. Sur l'exemple suivant, nous avons fait apparaître deux fonctions en gris et en violet, la fonction f plus g, enfin la représentation graphique de la fonction f plus g. Définition, soit petit f et petit g deux fonctions réelles définies sur D, une partie de R. On appelle produit de f et de g la fonction notée f fois g, qui à x fait correspondre f de x fois g de x. Elle est également définie sur D. Son élément neutre, c'est la fonction constante qui à x fait correspondre 1. Nous avons ici représenté deux fonctions en gris et leur produit en rose. Définition. Soit petit f une fonction réelle définie sur D une partie de R, soit lambda réel. On appelle multiplication de f par lambda la fonction notée lambda f, qui à x fait correspondre lambda f de x. Cette fonction est également définie sur D. Attention, même si les symboles sont identiques, additionner ou multiplier des fonctions entre elles sont des opérations différentes de la multiplication et de l'addition dans l'ensemble des nombres réels. Voici un exemple. f de x égale valeur absolue de x moins x, g de x égale valeur absolue de x plus x. Le produit f fois g est la fonction nulle. C'est différent de la multiplication dans l'ensemble des nombres réels. En effet, dans l'ensemble des nombres réels, a fois b égale 0 est équivalent à dire que soit a est égal à 0, soit b est égal à 0. Il n'en va pas de même dans le produit des fonctions. En effet, le produit de deux fonctions peut être nul, alors qu'aucune des deux fonctions n'est la fonction nulle. Définition, soit petit f une fonction de R dans R. On dit que petit f est strictement croissante sur une partie i de R, si quel que soit xy appartenant à i, x inférieur à y implique f de x inférieur à f de y. Cette définition s'adapte aux cas croissant, décroissant et strictement décroissant. Définition, soit petit f une fonction de R dans R. On dit que f est strictement monotone sur une partie i de R si elle est soit strictement décroissante, soit strictement croissante sur i. Proposition, soit petit f et petit g deux fonctions réelles définies sur i, une partie non vide de R. Si f et g sont croissantes, respectivement décroissantes, alors f plus g est croissante, respectivement décroissante. Proposition, soit petit f et petit g deux fonctions réelles à valeur dans R+, définies sur i, une partie non vide de R.
Si f et g sont croissantes, respectivement décroissantes, alors le produit fg est croissant, respectivement décroissant. Définition. Soit petit f une fonction de R dans R, soit I une partie non vide de R sur laquelle f est définie. On dit que f est majoré sur I s'il existe un réel grand M tel que quel que soit x appartenant à I, f de x est inférieur ou égal à grand M. Soit petit f une fonction de R dans R, soit I une partie non vide de R sur laquelle petit f est définie. On dit que f est minoré sur I s'il existe un réel petit m tel que quel que soit x appartenant à I, petit m est inférieur ou égal à f de x. Définition. Soit petit f une fonction de R dans R, soit I une partie non vide de R sur laquelle f est définie. On dit que petit f est borné sur I s'il est à la fois minoré et majoré sur I. Certaines fonctions sont un peu particulières, non? Oui, en effet, et c'est l'objet de la prochaine section. 11e partie, parité et périodicité. Définition. Soit f une fonction de R dans R, définie sur D. On dit que petit f est pair si, quel que soit x appartenant à D, moins x appartient à D. On dit alors que D est symétrique. Et deuxièmement, quel que soit x appartenant à D, f de moins x est égal à f de x. Voici la représentation graphique d'une fonction paire. Cette représentation graphique est symétrique par rapport à l'axe y. Définition. Soit f une fonction de R dans R définie sur D. On dit que f est un pair si quel que soit x appartenant à D, moins x appartient à D, et quel que soit x appartenant à D, f de moins x égale moins f de x. Voici la représentation graphique d'une fonction impaire. La représentation graphique d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Proposition. Toute combinaison linéaire, lambda f plus mu g, où lambda et mu sont des réels, de fonctions paires respectivement impaires et paires respectivement impaires. Théorème de décomposition. Soit f une fonction de R dans R définie sur D une partie de R, et D est une partie symétrique. Alors f s'écrit de manière unique comme la somme fp plus fi d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Définition. Soit f une fonction de R dans R définie sur D. On dit que f est t périodique s'il existe un réel t plus grand que 0, tel que premièrement, quel que soit x appartenant à D, x plus t appartient à D, et deuxièmement, quel que soit x appartenant à D, f de x plus t est égal à f de x. Proposition. Soit f et g deux fonctions t périodiques, alors toute combinaison linéaire de f et de g est elle-même t périodique. Alors attention, il faut que les deux fonctions aient la même période, sinon cette proposition est fausse. On peut ajouter, multiplier des fonctions entre elles, les multiplier par un réel, mais la composition, c'est quoi au juste? 12e partie, composition de deux fonctions. Définition, soit f et g deux fonctions réelles, on appelle composée de g et de f la fonction notée g rond f, qui va de l'ensemble de définition de f vers R, et qui à petit x fait correspondre g de f de x. Il faut que pour tout x de d de f de x appartienne au domaine de définition de la fonction g. Proposition. La composition de deux fonctions est une opération associative, non commutative, et qui a pour élément neutre l'identité. Ce tableau résume les différents cas possibles de monotonie de la fonction g rond f. Si f et g sont de même monotonie, alors g rond f est croissante. Donc si f et g sont croissantes, g rond f est croissante. Si f et g sont décroissantes, alors g rond f est croissante. Par contre, si f et g sont de monotonie opposée, alors g rond f est décroissante. Donc si f est croissante et g décroissante, g rond f est décroissante. Si f est décroissante et g croissante, alors g rond f est décroissante. Dans l'épisode sur les applications, nous avions parlé de bijection. Ah, alors il est vraiment grand temps d'en parler. 13e partie, fonction et bijection. Définition. Soit f une fonction de R dans R, soit grand I et grand J deux parties de R. On dit que f réalise une bijection de I sur J quand elle est définie sur I et que chaque élément de J possède un unique antécédent. Pour que f soit une fonction, il faut qu'il y ait unicité de l'image. Pour que f soit une bijection, il faut qu'il y ait unicité de l'antécédent. Théorème et définition. Si f est une bijection de I sur J, alors, pour tout y de J, l'équation y égale f de x admet une unique solution dans I notée f-1 de y. La fonction f-1 est appelée fonction réciproque de f. Propriété. Si petit f est une bijection de I sur J, alors f rond f-1 égale identité dans J, et f-1 rond f égale identité dans I. Voici un exemple. Sur cette courbe, nous avons représenté la fonction qui à x fait correspondre x carré, en vert, la fonction g qui à x fait correspondre racine de x, et nous sommes sur R+.
et nous avons fait apparaître g rond f de x qui vaut l'identité. Théorème, si petit f est une bijection de i sur j, alors sa représentation graphique C indice f dans un repère orthonormé est l'image de CF par la réflexion y égale x. C'est ce que nous avons vu sur la figure précédente. Théorème de la bijection, si f est une fonction continue, et nous en parlerons dans l'épisode suivant, et strictement monotone sur un intervalle i, alors j égale f de i est également un intervalle, et f réalise une bijection de i sur j. Finalement, il fallait bien un épisode entier sur la notion de fonction. Oui, et si nous faisions le point? 14e et dernière partie, faisons le point. On peut voir une fonction sous différents angles. Premier angle, le point de vue formel. Une fonction est un objet mathématique qui appartient à l'ensemble des fonctions de R dans R. Sur cet ensemble, on dispose de différentes opérations. L'égalité, nous n'en avions pas encore parlé. Pour que deux fonctions f et g soient égales, il faut qu'elles aient même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et que pour tout x appartenant à l'ensemble de départ, f de x égale g de x. Autre opération, l'addition de deux fonctions, la multiplication de deux fonctions, la multiplication d'une fonction par un réel, et la composition de deux fonctions. Et attention, la composition de deux fonctions n'est pas commutative. Par contre, si f rond g égale g rond f, on dit que f et g commutent. Le point de vue algébrique, une fonction est définie par une formule, par exemple y égale cosinus x plus 4x. Bien que naturel, ce point de vue est quelque peu restrictif, comme on le découvrit par la suite, car toute fonction ne peut s'exprimer de manière aussi simple. Le point de vue géométrique, une fonction est assimilée à sa courbe représentative. Ce point de vue est très intuitif, mais toute fonction n'a pas de représentation graphique. Le point de vue causal, y varie en fonction de x. Par exemple, le nombre de produits vendus dépend du prix de vente. Quelle est la prochaine étape? La notion de continuité, qui est reliée à celle de l'infini, est très importante en analyse. Aussi, le prochain épisode sera consacré aux fonctions continues. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous voulez nous encourager et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime. En vous abonnant à Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.